Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le récap de l'actualité de la semaine. C'est une guerre insidieuse qui est déclarée à notre pays et depuis plusieurs années déjà, celle du trafic de stupéfiants et autres substances psychotropes. Le phénomène a pris une telle ampleur chez nous que l'État n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures préventives et de dissuasion également. Cette semaine, le Conseil de la Nation a validé le nouveau dispositif légal et législatif. Il prévoit entre autres un durcissement des peines jusqu'à la peine capitale pour les trafiquants, ainsi que des bulletins de tests toxicologiques désormais exigés dans les dossiers des candidats au concours de recrutement des organismes privés et publics. On reviendra ce soir sur une nouvelle stratégie nationale multisectorielle adoptée par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Elle se décline en plusieurs axes essentiels: la prévention, le traitement et la répression. L'événement économique international majeur de la semaine, la 56e foire internationale d'Alger, est aussi un reflet de notre économie, de sa diversité, de son déploiement via les partenariats étrangers. On parlera ce soir des différentes industries représentées dans cette FIA et les perspectives économiques possibles, avec notamment le sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition de 2025. À l'étranger, après le cessez-le-feu imposé à l'Iran et l'entité sioniste par Donald Trump, la tension reste vive. Hier, le chef d'état-major sioniste révélait que des commandos terrestres auraient agi à Téhéran pendant le conflit entre les deux parties, en opérant au secret au cœur du territoire iranien. Une déclaration qui a suivi comme par hasard celle du président américain, qui annonçait de son côté la reprise des discussions avec l'Iran et un possible accord sur le nucléaire iranien. Nos invités et consultants sont autour de la table avec nous. On reçoit ce soir professeur Chakali Mohamed Sou, directeur de la promotion de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Bonsoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous de l'avoir accepté. Nos consultants, Zine Cherfaoui, journaliste spécialisé et consultant de l'émission. Bonsoir Zine. Bonsoir Samia, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Bonsoir à vous également, Sami Kaidi, journaliste spécialisé et consultant également de l'émission. Bonsoir Samia Bacha et je salue par ailleurs l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Monsieur Chakali, on va commencer avec vous, avec cette journée mondiale de lutte contre la drogue, un nouveau dispositif législatif, je le disais, une nouvelle vision, une stratégie nationale jusqu'à l'horizon 2029 pour être précis. On savait que le phénomène était sérieux chez nous, mais est-ce qu'il aurait pu devenir finalement hors de contrôle si ces mesures n'avaient pas été prises? Le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a parlé, je cite, de guerre silencieuse menée par des forces hostiles qui n'hésitent pas à s'allier avec des organisations terroristes transfrontalières pour déstabiliser le pays. Tout à fait, la question de la drogue devient une question maintenant mondiale, donc nous ne sommes pas les seuls, ouais. Et même les Nations Unies en 2018 ont parlé d'un événement majeur qui a eu une session spéciale a eu lieu en Gaz, une session spéciale sur la drogue, phénomène mondial, a eu lieu en 2018, donc c'est un phénomène mondial. La drogue chez nous commence à poser problème depuis que nous sommes devenus un pays consommateur, parce que nous avons pendant longtemps été un pays de transition, de transit et de transition. Donc maintenant, la consommation est effectivement due à cette envie de consommer dans tout le monde entier, parce que le jeu, l'abus, l'utilisation récréative, l'utilisation médicale se sont maintenant installés ces dernières décennies. Et maintenant, nous sommes confrontés à... Donc, l'État a pris des mesures, donc. Non, il a élaboré une stratégie, nous sommes à la troisième, donc la 2025-2029. Donc, c'est la troisième stratégie, vous dites? C'est la troisième stratégie, donc ça a commencé. Les deux premières auraient donc échoué? Non. Ou est-ce que cette nouvelle vision, pardonnez-moi, cette nouvelle vision va compléter les stratégies précédentes? Elle va poursuivre toutes les actions qui ont été menées. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été menées, que ce soit dans la lutte contre l'offre ou la lutte contre la demande. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais malheureusement, c'est un phénomène qui est en croissance. Oui. Les chiffres le montrent, les saisies, le nombre de malades qui viennent dans nos hôpitaux. Oui. Donc c'est un phénomène qui est en augmentation, oui. Et on le remarque de toute façon autour de nous. Donc il ne faut pas s'arrêter.
Donc ce phénomène est... Donc il faut adapter l'approche à chaque fois. Absolument. Zine Cherfaoui, c'est un phénomène transfrontalier, on disait. Monsieur Chakali disait que nous sommes finalement devenus un pays consommateur, malheureusement. Mais l'Algérie a été visée par cette inondation de drogue et de psychotropes. Le niveau de consommation des psychotropes a évolué entre le premier semestre de l'année dernière et cette année de près de 70%. Oui, c'est effectivement énorme. Ça pourrait être assimilé en temps normal à un acte de guerre, finalement. Oui. Mais juste pour mettre en perspective et planter le décor et souligner le caractère assez particulier du trafic de drogue qui, effectivement, comme le disait le professeur Chakali, prend des proportions ou a tendance à s'aggraver d'année en année. Alors, le marché de la drogue est le marché criminel le plus important au monde. Le marché de la drogue pèse à peu près 250 milliards de dollars. Rien que pour la cocaïne, on note une augmentation à peu près de 32-34% dans le monde. Après, le professeur Chakali fait bien de souligner que l'Algérie n'est pas le seul pays à être visé par le trafic de drogue, mais en Afrique du Nord, et singulièrement en Afrique, je crois que c'est le pays qui est le plus ciblé. Le problème, c'est que maintenant, nous avons affaire à différents types de trafic de drogue. Ouais. Alors, nous sommes inondés depuis des dizaines d'années par le cannabis marocain. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc est le premier producteur au monde de cannabis. C'est à peu près 700 à 1000 tonnes de cannabis résines de cannabis qui sont produites chaque année dans ce pays voisin, ce qui génère à peu près des revenus de l'ordre de 20 à 22 milliards de dollars. Donc ça rapporte un peu plus que le pétrole apparemment. Et donc en plus du cannabis, nous sommes aussi... il y a aussi le problème de la cocaïne qui vient de l'Amérique latine, qui transite partiellement par l'Afrique de l'Ouest et qui remonte aussi vers l'Algérie. Comme disait le professeur Chakali, il y a à peu près une vingtaine d'années, cette drogue transitait et allait ailleurs. Donc maintenant, une partie de cette drogue reste sur place. Pour avoir une idée, donc... avant, lorsque les services de sécurité parlaient de saisie de cocaïne, c'était 100 grammes, c'était 10 grammes, etc. Maintenant, on parle de kilos de cocaïne saisie. Cela dénote un peu de la gravité un peu de ce trafic-là. Malgré le prix de cette... Alors, c'est $100 le gramme. C'est de 100 à 200 $ le gramme. Plus on est dans des pays, plus le niveau de revenu augmente, plus le gramme de cocaïne augmente. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas affaire à des drogues douces ou à des drogues dures. Maintenant, vous avez aussi des drogues de synthèse qui provoquent plus de dommages encore que les drogues traditionnelles. Et vous avez les psychotropes. Donc vous avez toutes ces drogues. Et pardonnez-moi, le Maroc est aussi passé aux drogues de synthèse. Alors le Maroc est une plateforme pour le trafic de drogue international. Voilà. Donc, mais bon, maintenant il y a plusieurs routes de la drogue. Hein. Il y a plusieurs routes. Quand la drogue latino-américaine vient, par exemple, d'Amérique latine, bien évidemment, elle vient par le golfe de Guinée, elle remonte, et donc elle a plusieurs routes. Ouais. Mais aussi maintenant il y a la prégabaline, le Captagon. Vous avez la prégabaline est produite en Libye maintenant. La Libye est devenue aussi l'un des principaux centres de production de prégabaline, qui provoque des dommages extrêmement importants, surtout chez les jeunes enfants. Le danger maintenant, et le professeur peut-être en parlera tout à l'heure, c'est que maintenant les Algériens sont de plus en plus jeunes à consommer de la drogue. Vous pouvez aller dans certaines écoles primaires, dans certains collèges. Certains collégiens commencent à consommer de la drogue lorsqu'ils sont extrêmement jeunes, et l'inquiétude elle est à ce niveau. C'est pour ça qu'il y a cette proposition aussi d'introduire dans le nouveau texte législatif les contrôles au niveau, avec bien sûr l'accord des tuteurs légaux des élèves, donc des tests au niveau des établissements scolaires. Sami Kaidi.
Oui, effectivement, le projet de loi est assez ambitieux car il prend le taureau par les cornes, si je puis dire. Il a été voté. Voilà, qui a été voté, car ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le contrôle périodique avec l'accord des parents de la consommation éventuelle de drogue pour les élèves permettra aussi un peu de stopper ce fléau qui touche, comme l'a dit Zine Chalfaoui, de plus en plus des élèves, et en plus à un âge assez précoce. Et donc, je pense que ça sera également une opportunité de régler à la source le problème en étant de plus en plus, en combattant l'addiction, car c'est un problème d'addiction. Et quand on parle de jeunesse, c'est un peu l'objectif de cette guerre non déclarée qui vise... C'est la jeunesse qui est visée directement. Tout à fait, c'est la ressource la plus importante qu'a notre pays, qui est sa jeunesse. Et d'ailleurs, on veut porter atteinte à cette ressource extrêmement importante qui est l'avenir de notre pays. Parce que si vous combattez notre jeunesse, eh bien, vous imposez un blocage systémique aussi. Et là, c'est ce qui peut avoir des répercussions sur des générations. Mais même sur l'avenir même de notre pays. Et je voudrais rapidement rajouter que ce contrôle aussi pour les élèves ne concerne pas que les plus jeunes, parce que la loi qui vient d'être adoptée prévoit également des contrôles de toxicomanie pour les adultes qui, dans leur demande d'accéder à la fonction publique, ou également dans le domaine du privé. Ce sont des dispositions de cette nouvelle loi, on va en parler, juste par rapport au phénomène transfrontalier et qui s'est allié aussi avec des organisations terroristes. Vous parliez justement de gains extrêmement lucratifs. C'est le but de toute cette organisation, toute cette... Justement, est-ce qu'on peut craindre, et là aujourd'hui il y a des mesures de plus en plus adaptées, de plus en plus sévères, est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait des organisations aussi dangereuses qu'à l'image des cartels qui sont présents dans certains pays qui souffrent justement de ce fléau? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ce degré de dangerosité de ce phénomène? Je ne le pense pas. Moi, je pense que nous sommes déjà dans cette réalité. Ce qui m'inquiète personnellement, c'est que la situation sécuritaire au Sahel s'est considérablement dégradée. Ouais. Et ce genre de situation facilite justement le trafic de drogue. Et un certain nombre de groupes terroristes ont pour modèle économique justement. Alors, les groupes terroristes ne font pas, selon mes informations bien évidemment, ne font pas dans le trafic de drogue. Ils sécurisent les routes de la drogue pour le compte de cartels colombiens qui ont bien évidemment des relais en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, etc. Et donc la situation présente va probablement avoir un impact extrêmement négatif sur un certain nombre de pays, dont le nôtre. Et puis le problème, c'est pas un problème. Nous avons beaucoup de frontières. 1000 km de frontières avec la Libye, une longue frontière avec le Maroc, une frontière avec le Sahara occidental, avec la Mauritanie. Il faudra sécuriser. Il faut sécuriser. Déjà, elle est extrêmement sécurisée. Mais bon, vous avez des cartels qui ont énormément de moyens, énormément d'imagination, etc. Malgré la vigilance que l'on peut avoir, par moment, ils arrivent toujours à casser des dispositifs de sécurité. C'est pour ça qu'on retrouve de la cocaïne à Alger, à Oran, à Annaba, et on retrouve d'autres drogues. Mais l'inquiétude, comme je viens de vous le dire, c'est que aujourd'hui les consommateurs algériens sont de plus en plus jeunes, et c'est ce qui est foudroyant et dramatique. Oui. Monsieur Chakali, professeur Chakali, on va citer quelques dispositions de cette nouvelle loi. On parle de la réclusion à perpétuité, ça c'est pour le répressif et le dissuasif. Jusqu'à la peine de mort est donc prononcée contre les crimes nouveaux, les crimes qui sont commis dans ou à proximité d'établissements éducatifs, sanitaires ou lieux publics. L'accompagnement aussi de détenus souffrant d'addiction, est-ce que ça c'est nouveau d'ailleurs? Les peines sont maintenant gravées dans la nouvelle loi et les mesures aussi sont montées à la hauteur de la menace que nous vivons. C'est tout à fait logique que
que le dispositif s'adapte aux difficultés rencontrées. Maintenant, moi je suis médecin et je pense que la répression, elle a fait son temps pendant très longtemps et que maintenant il faut aborder cette question de la consommation par ce que je disais. La question c'est celle de l'appétence à l'usage. C'est-à-dire comment renforcer les compétences de l'enfant, de la famille, là aussi il ne faut pas oublier les parents, afin qu'on ne sombre pas. Donc, il ne faut pas que notre société soit vulnérable à ce point. L'agression, elle est là. Mais la nouvelle stratégie, justement, le premier axe, c'est celui de la prévention. Donc les actes de prévention restent toujours de mise. La loi algérienne, depuis 2004, considère le consommateur et continue à considérer le consommateur comme un malade, comme une victime à protéger plutôt qu'un délinquant. C'est ce qui est voulu par cet accompagnement des détenus aujourd'hui qui sont consommateurs. Maintenant, il y a aussi les convalescents, ceux qui arrivent à se sortir d'affaires. Même après. Ouais. Et c'est ce qu'il faut espérer. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a développé un réseau de prise en charge qui est très conséquent, qui est peut-être unique dans notre continent. 50 centres ambulatoires et 5 centres hospitaliers dédiés uniquement à ça. Donc là, il faut aussi faire face à cette situation de nos jeunes qui sombrent dans cette... Et le message à passer, c'est celui-là. Maintenant, il y a la possibilité de s'en sortir, malgré toutes les rechutes qu'on peut observer. Des analyses toxicologiques, c'est bien ça, ou de contrôles médicaux périodiques des élèves dans les établissements éducatifs et de formation, des tests de dépistage précoce de drogue et ou de psychotropes après l'obtention de l'aval des représentants légaux, des analyses médicales aussi avant le recrutement. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent circonscrire le problème ? Ça peut, à mon avis, ce sont des textes, c'est des textes qui exigent des textes d'application par la suite, parce qu'il faut préciser les choses. Quand on dit test, les tests peuvent être très indicatifs. Ça peut être vous savez, il y a des centaines de substances. Donc, peu de laboratoires sont capables de détecter toutes les substances. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Les substances aussi évoluent. Vous parlez des drogues de synthèse, etc. Toutes les drogues. Bon, on peut parler des drogues de synthèse, ce qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives. C'est toute une catégorie. Maintenant, nous vivons surtout face à des consommations de cannabis et de psychotropes. Même le cannabis, il y a cannabis et cannabis. Ça aussi, il faut que tout le monde comprenne que le cannabis n'est pas le même. Quand on a la feuille de cannabis Haja, 5% de THC. Alors que nous avons maintenant la résine qui est à 50%, et nous avons des huiles dans notre pays qui ont été testées à 70% de THC. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, une intelligence derrière. Donc les substances qui sont consommées, qui nous posent le plus de problèmes, et les patients que nous recevons aussi dans les hôpitaux, sont surtout des consommateurs de cannabis et de psychotropes type prégabaline. Prégabalin qui n'est pas tout à fait un psychotrope, mais qui a une capacité addictive extrêmement élevée et qui a aussi une valeur marchande, surtout dans notre pays. Il y a beaucoup de pays où la prégabaline n'a presque pas de valeur marchande et ce n'est pas un sujet de trafic. Maintenant, c'est justement les compétences que nous devons cultiver chez nos enfants, chez les élèves des écoles, chez les parents, chez les enseignants, de façon à se prémunir. C'est une conscientisation. C'est une conscientisation, parce que là c'est la question de la prévention qui doit être la plus précoce possible. Toutes les recommandations actuelles insistent sur la précocité des actions de prévention. Alors la prévention, elle va reposer sur deux axes peut-être principaux. C'est la communication massive auprès des jeunes notamment. Et alors il faudra savoir leur parler à ces jeunes parce que souvent les communications ne sont pas adaptées. Ça, vous touchez un sujet très sensible. Et aussi la formation. Il va falloir former des professionnels et c'est prévu d'ailleurs dans cette approche globale, cette approche nationale pour justement approcher et prendre en charge les personnes concernées. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Il y a des pays, les pays nordiques, surtout l'Islande, qui ont développé des programmes de prévention extrêmement qui ont permis de réduire les chiffres. C'est clair. Alors comment ? Eh bien, ce sont des préventions qui sont, j'allais dire, des préventions intelligentes.
à mon avis, il faut pas dire à un enfant que ça rend malade, que c'est dangereux, que c'est haram, que c'est... Tout le monde le sait. Les consommateurs savent mieux que tout le monde et les consommateurs eux-mêmes demandent tous à s'en sortir, mais ils ne peuvent pas tous s'en sortir. C'est ça, développer les compétences. C'est donner cette aptitude à l'individu et aux parents, parce que la prévention, ça se fait même avant la naissance. Ah. Et oui, un couple qui sait ce que c'est, il prend toutes ses dispositions avant même de mettre au monde. Et comment on prend des dispositions quand on est un couple qui vit tranquillement, loin de ces milieux où... c'est des familles qui veillent. Tout simplement, c'est qu'ils sont attentifs. Et nous le voyons de toute façon sur le terrain, c'est le manque d'attention qui fait faire le premier pas et qui ensuite fait aller plus loin. Et ce manque d'attention peut se construire avant la naissance. Les troubles de comportement, c'est ce que vous voulez dire, changer le comportement, voilà. Mais avant, pour qu'un comportement... Je vous donne un exemple simple. Il y a par exemple des associations qui luttent contre le tabac. Les jeunes qui travaillent dans ces associations ne fument jamais. Il suffit de les mettre dans ce genre d'activité. C'est un exemple, c'est pas tout le monde qui va être, mais c'est un exemple. C'est ça, développer une compétence, c'est-à-dire mettre quelqu'un en situation de comprendre et saisir parfaitement qu'il vaut mieux ne pas toucher à ces substances. On n'a aucun intérêt à toucher à ces substances. Mais ça, c'est pas évident. C'est la preuve, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Donc, renforcer les compétences avec comme je le disais tout à l'heure, avec des moyens plus modernes de prévention. Par exemple, les sports, les jeux, l'occupation, des messages qui passent. Dans les programmes qui ont réussi, on ne parle pas du tout de toxicomanie ni de drogue. On parle d'autre chose. Et on arrive à un résultat. On parle de quoi? On parle de la vie. Non, on parle de la vie. On parle de la solidarité. On parle de la citoyenneté. Voilà. Mais avec le langage que comprend l'enfant. Avec les méthodes que comprend l'enfant. C'est un programme qui a un nom. Ces programmes de prévention peuvent intervenir au niveau des écoles, au niveau des établissements scolaires généralement. À tous les niveaux. C'est ce qui est prévu. Et voilà. Et c'est des programmes qui sont... Bon, nous travaillons sur un programme multisectoriel. Oui, justement. Alors, 14 ministères sont concernés. On parle d'une approche intégrée à travers, on le disait, la formation de professionnels de la santé spécialisés en addictologie et l'intégration de modules de sensibilisation dans les programmes scolaires et religieux. Et ce, donc, à travers des collaborations aussi avec les imams, les enseignants, les psychologues. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir ce cadre-là. Il y a beaucoup de pays qui nous ressemblent un peu, qui ont peut-être les mêmes proportions. Mais nous avons 12 millions d'élèves dans les écoles. Nous avons 1 million d'élèves dans les écoles coraniques. Nous avons 1 million de stagiaires dans les centres de formation professionnelle. Nous avons 2 millions d'étudiants. Oui. Ça fait la moitié de la population. C'est énorme. C'est surtout un cadre organisé dans lequel nous pouvons mener nos actions. Je donne aussi un autre exemple, c'est celui de la santé scolaire. Oui. Et bien, la santé scolaire dans notre pays, nous avons tous été à l'école, nous avons connu peut-être l'infirmière de l'école ou le médecin de l'école. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les UDS qui existent depuis maintenant 30 ans, qui sont très bien ancrés dans notre pays. On en a 2000 dans notre pays. Donc, ces unités de dépistage et de suivi, constituées d'un médecin, d'un psychologue et d'un chirurgien dentiste, sont un cadre qui peut être utilisé pour la prévention contre la drogue. Il ne l'est peut-être pas suffisamment, parce que dans notre pays, nous sommes un pays jeune, nous nous sommes occupés de la santé physique des enfants, les cardiopathies, la malnutrition, la vaccination. Donc nous avons été préoccupés par la santé physique. Au lendemain de l'indépendance, l'espérance de vie était à 46 ans en 1966. Elle est maintenant à 76 ans. Elle a doublé. Parce que les problèmes physiques sont pris en charge par les parents maintenant. On n'a pas besoin de... C'est les parents qui s'occupent de leurs enfants sur le plan physique. Maintenant, sur le plan de la prévention, contre la drogue, la violence, le tabac, c'est à l'école de le faire. C'est à l'école, c'est là où on doit le faire. Si on doit le faire ensemble. Et c'est ça un programme des Nations Unies qui s'appelle CHAMPS. Zine Cherfaoui, vous avez une question pour M. Chakali? Une question. Là,
Il y a beaucoup de drogues aujourd'hui. Quelles sont les drogues? Je suppose que vous avez des canevas. Depuis maintenant 12 ans, nous avons des enquêtes. Vous avez une remontée de l'information. Quelle est la drogue la plus consommée dans les milieux scolaires? On sait que les élèves n'ont pas les moyens de s'offrir de la cocaïne. Est-ce qu'ils se rabattent plus sur les psychotropes ou les autres drogues de synthèse qui sont peut-être plus bon marché que la cocaïne ou autre? Concernant les substances, il y a trois sources d'informations. Oui. Il y a les enquêtes qu'on peut mener. L'Office national de la drogue et de la toxicomanie, de lutte contre la drogue et la toxicomanie, a fait déjà des enquêtes en milieu scolaire, en milieu universitaire. Donc l'enquête est une source d'information. Les relevés du ministère de la Santé, c'est-à-dire les personnes qui viennent se soigner, on a toute l'information concernant les substances consommées. Et je peux en parler, parce que c'est nous qui faisons les chiffres. Et il y a une troisième source d'information, c'est les saisies. Donc une fois qu'on introduit une drogue, c'est pour qu'elle soit consommée, donc on a imité. Donc d'abord, il y a un petit décalage dans les régions entre les saisies et les consommations. Par exemple, dans la région de l'Ouest, on a plus de cocaïne consommée et on n'a pas beaucoup d'héroïne. Et la cocaïne a une visée justement festive. Donc les substances les plus consommées dans les canevas que nous recevons à travers le pays depuis maintenant une dizaine d'années, le cannabis est toujours en tête, jusqu'à cette année. Ensuite vient les psychotropes. Ce qui nous alerte maintenant et qui nous fait craindre de la survenue de l'introduction de drogues de synthèse, c'est quelques saisies qui ont été opérées de substances que nous ne voyons pas chez les patients qui viennent chez nous. C'est l'ecstasy, par exemple? L'ecstasy, toutes les drogues de synthèse. L'ecstasy, il y a aussi des substances comme le fentanyl. Justement, j'allais poser cette question par rapport au fentanyl. Est-ce qu'il est déjà présent On chez n'a nous? pas du tout vu de consommateurs de fentanyl dans notre pays. Le fentanyl, il y a plusieurs formes de fentanyl, mais le fentanyl nous, on a qui est les consommé... images qui nous proviennent, par exemple, des États-Unis. Les États-Unis, c'est une association fulgurante il y a 100 000 morts aux États-Unis par an. Est-ce qu'on est prémuni par rapport à cette drogue particulièrement? Prémuni, on n'est jamais prémuni et il ne faut pas compter sur ça. C'est pour ça que ces stratégies et l'engagement de l'État pour lutter contre ce phénomène, il est tout à fait justifié. Je pense que les moyens sont mis et les actions vont être mises. Alors, il nous reste deux questions. Je vais d'abord vous poser la mienne. On a parlé des moyens qui vont être déployés dans cette stratégie nationale. Les moyens, c'est-à-dire les centres de prise en charge des personnes souffrant de toxicomanie. Sami Khalidi, vous avez une dernière question à poser à notre invité. J'ai une question, mais juste avant, je voulais faire rapidement, il nous reste vraiment quelques minutes. Quelques éléments au préalable. Donc, alors, selon un bilan de la DGSN, en 2024, c'est 5 tonnes de cannabis qui ont été saisies. C'est 14 millions de comprimés de psychotropes et 7 millions juste pour le premier trimestre de l'année 2025. Ma question va être un peu différente parce qu'on observe aussi l'action que ces groupes de trafiquants de drogue corroborent tant sur les réseaux sociaux que au niveau de la musique aussi, car la loi qui a été adoptée prévoit aussi de mettre en garde les musiques qui vont promouvoir la consommation de stupéfiants. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour les pouvoirs publics d'orienter une action au niveau des réseaux sociaux et d'Internet aussi, qui joue un rôle déterminant dans la promotion de ces trafics? Donc une action de dissuasion. De dissuasion, voilà. Monsieur Chakali, rapidement sur les deux questions. Oui, il y a cette question. Bien sûr que c'est tout à fait... La communication est très importante. Maintenant, la communication dans le sens de lutter contre les promoteurs de la consommation. Il y a aussi la promotion, par exemple, des grandes figures du sport et de la musique et tout, qui peuvent aussi être entendues. Donc là, la communication, elle va dans les deux sens. Et la loi a prévu déjà des mesures, je pense qu'elles sont prévues. Sur les moyens qui vont être donc déployés dans cette stratégie nationale, vous avez parlé d'une cinquantaine de centres en ambulatoire. Oui, pour ce qui est des centres, il y a la question des centres, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des murs. Il faut aussi un personnel formé. Et un personnel formé, malheureusement, la formation, c'est un temps incompressible. Former un médecin, un spécialiste, ça fait 11 ans.
former un psychologue, c'est 4 ans. Donc ils sont toujours avec une longueur d'avance. On commence à capitaliser, non, sur la On commence à capitaliser parce qu'il n'y a pas de filière d'addictologie dans notre pays, il n'y a pas de spécialité addictologie, il n'y a même pas d'enseignement d'addictologie chez les médecins et chez les psychologues en formés, chez les infirmiers. Donc le ministère de la Santé fait un effort de formation continue. Nous avons organisé 5 sessions de formation de médecins généralistes formés à l'addictologie. Nous avons des psychiatres aussi dans des services, j'en ai cité 5, où il y a un service universitaire qui forme aussi des résidents pour en espérant qu'un jour on aura une filière d'addictologie comme dans certains pays. Nous avons des médecins généralistes, bon, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des médecins formés à l'addictologie dans une petite formation, mais je sais qu'on peut compter sur eux, ils ont fait leur preuve et il y a des centres qui fonctionnent très bien. La question qui inquiète, c'est celle de la demande, c'est-à-dire la motivation, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire motiver les gens à demander à être pris en charge. C'est ça. Sachant que la question est culturellement tabou chez nous. Moins maintenant. La jante féminine, par exemple, elle peut être concernée. Elle est concernée. Elle est plus stigmatisée. Elle est plus stigmatisée, mais moins qu'avant. Compliqué, mais la question de la prise en charge devient plus compliquée pour la jante féminine, non? Oui, mais quand les gens voient les résultats. Je te donne l'exemple de la méthadone. Moi, je vous pose la problématique, je ne vous dis pas au contraire, mais évidemment, il faudrait par exemple, la question de la motivation, de la demande, même de la stigmatisation, il y a les consommateurs d'héroïne et d'opiacés en général, pour lesquels il y a un traitement. C'est la méthadone. Donc, au lieu de voler, casser et tout pour trouver son héroïne, on lui donne un substitut. C'est la méthadone. Donc, il vient tous les matins, on lui donne la méthadone et il a la journée tranquille. Donc, les 400 malades qui sont maintenant sous méthadone depuis 4 ans, c'est un véritable succès. Et ensuite, ces 400 malades, ça devient eux-mêmes les promoteurs du soin. Ils se connaissent entre eux, les familles se connaissent. Et ils voient que quelqu'un sortir du lot. Et tout le monde essaie de... Et maintenant, nous avons une liste d'attente et nous avons des difficultés à répondre à la demande. Alors qu'on ne les connaissait pas du tout auparavant, ils ne venaient même pas dans Donc il y a un résultat, il commence à y avoir Absolument. On en est parfaitement content et témoin. Merci beaucoup, professeur Chakali. Mohamed Jarber, vous êtes sous-directeur de la promotion de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je vous le disais, la FIA, c'est ce qu'on a choisi comme deuxième thématique, la Foire internationale d'Alger, est souvent l'occasion de nouer des partenariats importants avec des entreprises étrangères notamment. L'exemple ce soir du groupe Condor Électronique qui signe avec l'entreprise américaine Whirlpool pour la fabrication et commercialisation donc de la marque américaine en Algérie et en Afrique et même au Moyen-Orient. Le sujet est signé Riyad Belkhabib. La 56e édition de la Foire internationale d'Alger permet, comme chaque année, aux exposants internationaux et nationaux de mettre en évidence leur production et savoir-faire, mais également à de grandes entreprises nationales de signer des partenariats stratégiques et des collaborations avec des multinationales avec le principe gagnant-gagnant et une plus-value pour l'économie nationale, et également pour les fabricants algériens. C'est le cas de la marque algérienne Condor Electronics, qui a profité de l'exposition médiatique de la Foire internationale d'Alger pour signer un partenariat avec le géant américain Whirlpool. Commencer en Algérie, c'est le plus grand potentiel pour le moment, pour l'Afrique du Nord, pour nous. On va voir apparemment toutes les opportunités dans le futur. Le partenariat entre Condor Electronics et Whirlpool consiste dans la production et la commercialisation de la marque américaine ici sur le sol algérien, mais également à l'export à l'étranger, notamment sur le continent africain et au Moyen-Orient. Un partenariat stratégique pour le fabricant algérien. Dans le cadre de la stratégie industrielle et commerciale de Condor, c'est de trouver des partenaires pour un investissement ou capter des IDE en Algérie déjà et avoir un transfert technologique. Le groupe Condor, détenteur de la marque Cristor, a également signé un autre partenariat stratégique avec une entreprise tunisienne qui permet déjà à la marque Cristor d'être présente sur le marché tunisien. On espère que ce sera le premier projet pour l'exportation de Cristor. Et on espère avoir d'autres pays très prochainement, Inch'Allah. Condor, à l'image de son dernier smartphone 5G de dernière génération, se projette déjà dans l'avenir technologique
avec des appareils dotés de la dernière génération d'intelligence artificielle pour rester compétitif et concurrentiel en termes de qualité et de prix dans un marché mondial qui ne cesse d'évoluer. Et on est rejoint par Arslan Cheikhaoui. Bonsoir, vous êtes expert en géopolitique et géoéconomie. Bonsoir, monsieur Cheikhaoui. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, il fait son retour, monsieur Mahfoud Kaoubi, expert économique et consultant de l'émission. Bonsoir, monsieur Kaoubi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Je suis très heureux de retrouver l'équipe en tout cas. Et merci pour l'invitation. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Alors, 6 jours pour mettre en valeur les capacités de production nationale et la promotion de l'investissement. Est-ce que ce rendez-vous de la FIA, monsieur Kaoubi, en général aussi, ces rendez-vous sont porteurs de nouveaux partenariats, en tout cas pour nous? Oui, c'est la finalité. Une foire, une rencontre d'une telle importance, une foire internationale, a pour objectif, d'être un carrefour pour tisser des relations de partenariat, bien sûr. Et puis, il faut rappeler que cette 56e session a eu comme première priorité la coopération internationale. La coopération internationale, la priorité à la production nationale, et puis d'aller à la conquête de marchés extérieurs, notamment en Afrique. Donc, un rendez-vous important pour voir ce qui a été réalisé, pour tisser des relations, et aussi pour réfléchir comment relever les nouveaux défis et contourner les obstacles qui demeurent toujours visibles. Et des entraves. Est-ce que les précédentes éditions, c'est ça l'objet de ma question, nous ont permis de nouer ces contacts, de commencer à nouer ces contacts à l'international? Oui, la dynamique. Ça pourrait être la consécration de cette, la consécration, on avance. Oui. D'ailleurs, ça se ressent. Le nombre de participants, quant à la qualité, on le constate qu'il y a une amélioration d'année en année, et puis l'engouement des entreprises étrangères, et puis aussi la qualité de la demande de partenariat. Ça, c'est important, parce qu'il faut du professionnalisme et il faut de la maturité dans des opérations pareilles. On améliore en termes de qualité notre potentiel, et je dirais qu'on est sur une courbe croissante. Arslan Cheikhaoui, on vient de le dire, il y a un engouement, près de 700 exposants, dont 145 entreprises étrangères, représentant 31 pays, issus donc des 5 continents. On peut parler d'un événement international à ce moment-là, la finale. Absolument. D'abord, c'est un événement international. C'est un événement assez important du fait que nous sommes dans un nouveau contexte. Et on replace le tout dans le nouveau contexte. Oui, j'allais y venir. Voilà. Oui. Et par rapport à ça, une foire internationale est un instrument au service de la diplomatie économique. De promotion. Oui. De promotion, tout à fait. Et toute cette diplomatie économique, sans tous ces instruments, la foire internationale, les chambres de commerce, les conseils d'affaires, tout ça sont autant d'instruments de promotion et de sensibilisation. Et tout repose, dans cette nouvelle dynamique, tout repose sur la construction de la confiance. Build trust and confidence. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'affaires. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Donc la confiance... Vous avez parlé du contexte. Il y a aujourd'hui un contexte difficile. On peut même parler de mutation économique, géopolitique, technologique aussi. Oui. La confiance, elle est pas extrêmement palpable en ce moment. Je parle du contexte mondial avec ce qui se passe évidemment, notamment au Moyen-Orient. Est-ce que ces questions-là sont présentes selon vous lors de cette FIA pour nouer des contrats, pour s'engager avec d'autres pays et nouer de nouvelles formes de partenariat? Absolument. En fait, la construction de la confiance, et je pèse mes mots, construction. Hein, la construction prend du temps, prend beaucoup de temps. Et beaucoup de temps veut dire quoi? Veut dire que vous devez connaître profondément votre partenaire. Et c'est pour ça que lorsqu'un acteur économique commence une opération
de partenariat, il commence par une action commerciale. Je te teste, tu me testes. Nous nous testons mutuellement. Et ça dure dans le temps. On pense que ce test-là est court dans le temps. Non, il est long dans le temps. Pour pouvoir arriver... Alors, quel est l'élément important aujourd'hui? Effectivement, le contexte international, etc. Mais il y a un élément important en Algérie. C'est quoi? C'est que d'abord, c'est un centre d'intérêt économique aujourd'hui. L'Algérie devient un centre d'intérêt économique pour plusieurs pays. Nous l'avons vu tout récemment avec Chevron, les Américains qui sont plus agressifs, je dirais, plus agressifs sur le plan commercial, absolument. Et ça dénote quoi? Ça dénote que nous devenons, en tant que pays, nous devenons un centre d'intérêt. Mais ça ne suffit pas. Quelles que soient les potentialités que nous avons, quel que soit le potentiel que nous avons, les deux en même temps, ça ne suffit pas. Ce qui va aider un petit peu ce rapport de partenariat, de commercial, etc., c'est de mieux se connaître et encore une fois de se faire confiance. Et pour se faire confiance, il y a beaucoup de paramètres. Ce sont des entreprises. N'oublions pas que toutes les entreprises qui sont là, ou une grande partie des entreprises qui sont là, ne sont pas des entreprises publiques. Ce sont des entreprises privées, avec des capitaux privés, avec du capital privé. Donc le capital privé, quand il se déplace dans des espaces qui sont sécurisés sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan de la relation entre le partenaire et le vis-à-vis. Donc tout ça sont autant d'éléments et les foires internationales servent à cela, servent à mieux appréhender, à mieux palper, à mieux tester les partenaires. Mais est-ce qu'on ne dit pas souvent que c'est dans les contextes les plus difficiles, les plus complexifiés, que les partenariats sont noués, parfois dans des contextes de guerre? Oui, c'est toute la particularité de l'investissement, toute la particularité de l'entrepreneuriat, c'est d'être un chasseur, de saisir les opportunités. Oui. Et les opportunités se présentent souvent dans les contextes les plus difficiles. Sinon, c'est quoi l'investissement? C'est quoi le partenariat? C'est quoi entreprendre? C'est ça. Tout à fait. Et c'est dans ce sens où on peut mesurer le degré d'opportunisme, qui est un mot à placer dans son contexte économique. C'est vraiment l'opportunisme économique. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est dans les contextes les plus difficiles que les grandes sociétés, les grandes affaires émergent. Oui, allez-y. Je voulais juste revenir sur l'essentiel, c'est que cette foire internationale d'Alger qui se tient jusqu'au 28 juin prochain à la SAFEX voit la participation de 686 participants, dont 145 étrangers, en provenance d'une trentaine de pays, des 5 continents, donc il y a une représentation. Qu'est-ce que ça nous dit alors sur cet événement? Ça nous dit qu'il y a une appétence pour le produit algérien qui commence à monter en gamme, qui se diversifie. Alors est-ce que c'est le produit algérien ou est-ce que c'est aussi le climat des affaires? C'est les deux. C'est le climat des affaires, mais également le produit. Qui est plus rassurant. Oui, tout à fait. Donc c'est le climat des affaires, mais également le produit algérien qui monte en gamme, qui devient de plus en plus important compte tenu de la politique générale du pays qui veut diminuer les importations hors hydrocarbures et diversifier les exportations et les exportations de produits algériens. Donc effectivement le climat des affaires est beaucoup plus positif, mais il y a aussi une montée en gamme dans plusieurs domaines. D'ailleurs, lors à cette occasion de l'ouverture de ce salon, de cette foire, le président de la République a longuement visité les différents stands et à cette occasion il a salué les progrès de l'industrie mécanique, de l'industrie militaire, de l'industrie du textile et agricole, effectivement. L'Algérie importe de moins en moins de produits, elle les produit sur place. On peut parler de la fibre optique. D'ailleurs, le président de la République a annoncé l'interdiction uniquement
sous certaines conditions, voilà, de la fibre optique. Et on voit que l'Algérie avance à grands pas. Elle produit de plus en plus des produits made in Algeria. Et l'enjeu à présent, ça sera de booster les exportations. Et je pense que l'Afrique joue un rôle fondamental dans notre nouvelle politique, car c'est un débouché naturel pour notre pays. L'Algérie est un pays qui est profondément africain, qui est fier d'être en Afrique et qui travaille de plus en plus avec de nombreux pays. On a pu le constater tant avec la Mauritanie que le Sénégal. Et je pense que ce rendez-vous des affaires est extrêmement important et il nous en dit beaucoup, car il y a eu de nombreuses rencontres en B2B. L'invité de cette foire est le Sultanat d'Oman. On va revenir sur l'invité, parce qu'on parlait de l'Afrique. D'Oman qui a décidé d'investir de plus en plus, car il a fait part de ces projets qui sont estimés à somme toute 10 milliards de dollars. Oui, justement, j'allais parler. Oui, effectivement, j'allais parler de cet effort d'investissement. Nishafawi, pour parler de l'Afrique, il est temps aujourd'hui. Est-ce que cette foire peut être la consécration de partenariats, de contrats avec certains pays pour booster ces partenariats, donc avec certains pays? Oui, assurément. La 56e foire internationale d'Alger intervient dans un contexte international assez particulier. Pourquoi particulier? Alors, ces 2 dernières années, on note un certain fléchissement des IDE dans le monde. Aujourd'hui, le défi pour tous les pays, c'est d'attirer des investissements directs étrangers. Donc, le président de la République, bien évidemment, a pris conscience, a une connaissance de ces enjeux. Donc, il est lui-même monté au front à l'occasion de cette foire. Il a profité de cette opportunité, d'abord pour expliquer l'intérêt qu'il y avait à investir dans un pays comme l'Algérie. Donc, révision de la loi sur l'investissement, climat des affaires qui s'est très très bien amélioré, comme le disait tout à l'heure M. Chiraoui. Donc, c'est un pays maintenant où l'investissement est plus facile qu'il ne l'était il y a quelques années. Tout le monde se plaignait qu'il était difficile de monter une entreprise en Algérie. Il y avait aussi l'instabilité juridique du cadre de l'investissement. Absolument. Et donc c'est le président de la République qui dit. Et le lendemain, il reçoit les responsables de Chevron, il reçoit lui-même des responsables d'entreprises étrangères. Vous avez les Qataris qui investissent en Algérie, les Omanais, etc. Donc, aujourd'hui, me semble-t-il, tous les éléments sont mis en place, d'abord pour attirer des investissements étrangers. Et l'idéal serait que ce soit de grands investissements étrangers pour qu'on puisse faire de grands projets, parce que cela nous évite de prendre notre argent et d'investir nous-mêmes notre argent dans de grands projets. Cet argent peut servir à autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de pays n'investissent pas sur les fonds propres, etc. Parce que surtout que nous sommes dans une conjoncture internationale qui est justement, est-ce que le contexte permet des IDE dans des grands projets? En 2024, l'Algérie a attiré à peu près 1,3 milliard de dollars. Dans la région, c'est pas mauvais, mais je pense que nous pouvons faire nettement mieux. Le gros des IDE en Afrique ont profité à l'Égypte, qui a attiré à peu près 43 milliards de dollars. Nous devrions arriver à ce niveau-là. Nous ne captons pas encore suffisamment d'IDE étrangers, parce que si vous Qu'est-ce qui pourrait faire la différence avec l'Égypte, ou en tout cas se rapprocher des chiffres de l'Égypte pour attirer des IDE? La solution est très simple, c'est toujours faire en sorte à ce que le climat des affaires soit encore meilleur qu'il ne l'est. Donc c'est un dossier sur lequel il faut régulièrement travailler. Et là, c'est le premier magistrat du pays qui monte au front pour essayer d'attirer les entreprises. Et c'est le meilleur promoteur de l'économie nationale. Autre chose, cette 56e foire internationale d'Alger intervient aussi à un moment où l'Algérie veut changer de paradigme. Elle veut passer d'un pays qui importe tout
un pays qui va exporter. Donc c'était le second message du président de la République. Il n'y a pas de pays il n'existe pas de pays dans le monde qui n'importe rien. On finira toujours par importer quelque chose parce qu'il y a une interdépendance, on ne maîtrise pas tout, etc. Donc, mais en même temps, il faudrait qu'on produise un peu plus qu'on ne le fait maintenant. Donc aujourd'hui, me semble-t-il, il y a aussi des efforts qui sont faits pour permettre à la fois aux Algériens qui sont là, ou aux entreprises de droit algériens d'investir, etc. Et il y a aussi donc la place aussi. Il y a une diaspora algérienne qui est dans le monde, etc. Et que l'on veut mettre à profit justement pour développer l'économie nationale. Aujourd'hui, il faut essayer d'être compétitif à la fois. Il y a un marché interne. Avant de penser exporter en Afrique, il faut d'abord gagner le marché algérien. C'est vrai. Après, oui, effectivement, il y a de la marge pour aller en Afrique et pour placer des produits algériens sur les marchés africains. On le fait très bien au Sénégal, on le fait très bien en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut encore faire oui, on peut aller plus loin. Justement, M. Voilà. Karoubi, cet effort de production a été concrétisé. Il y a aujourd'hui une production dans certains secteurs, en tout cas, qui a évolué, qui s'est développée. Est-ce que vous pouvez nous dire si certains pays sont intéressés, lesquels, par c'est les marchés. Vous savez, désigner des pays, ça serait un petit peu hasardeux. Dire les choses, quand on parle d'économie, d'exportation, on parle de marché, tout simplement, on parle de conjoncture. Et pour conquérir des marchés, il faut être compétitif. Maintenant, le défi, c'est de transformer nos avantages concurrentiels en avantages compétitifs. On doit travailler plus, s'organiser mieux et être plus agressif sur les marchés. Sur les marchés, on parle souvent de marché national et de marché à l'extérieur, mais en réalité, les marchés sont les mêmes. Parce que c'est justement ce paradigme, puisqu'on parle, qu'est-ce qui nous empêche, vous avez posé tout à l'heure la question, M. Zine, qu'est-ce qui nous empêche d'être plus captifs, d'être plus conquérants, etc. C'est justement de parler le même langage qu'on parle à l'international, tout simplement. M. Chiraoui parlait de confiance, d'une part, de se connaître, et surtout de parler le même langage. Si on parle le même langage, moi j'ai toujours insisté sur cette nécessaire mise en œuvre des réformes de seconde génération, ce problème de dualité de taux de change qui nous coûte énormément, ce problème de poids de l'administration qui n'est pas au même temps que le temps économique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration dans ce sens, mais c'est une question de synchronisation et de rythme. Synchroniser tous les efforts pour que nos avantages comparatifs soient transformés rapidement en avantages compétitifs. D'ailleurs, il y a des entreprises qui illustrent cette transformation dans le domaine de l'électroménager, dans le domaine de l'agroalimentaire, mais je dirais le chiffre que Zine a donné, 1,4 milliard, comparé, on peut au moins multiplier par 10, être plus captif dans les secteurs d'activité autres que les secteurs extractifs. L'industrie, les services, là où on a un potentiel extraordinaire, on peut le faire. Yes, we can, et on doit aller avec plus de confiance, plus d'agressivité et surtout plus d'organisation et de méthode. Et justement, M. Chiraoui, l'Afrique, on en parle beaucoup, il y a des pays qu'on connaît beaucoup plus que d'autres. L'exemple de la Mauritanie, de la Libye aussi, avec lequel on est partenaire dans certains secteurs. Mais est-ce que nous avons une connaissance, selon vous, des marchés, réellement une connaissance des marchés africains plus lointains, et comment parvenir à les conquérir? Alors, la question est très intéressante parce qu'en fait, on va se rejoindre quelque part. Je dirais que nous n'avons jamais été un pays exportateur hors hydrocarbures. Donc nous n'avons jamais été un pays qui est parti vers d'autres marchés pour les connaître. Et même les pays africains, on ne les connaît pas, excusez-moi. Aujourd'hui, quand on voit... On les connaît dans la sphère diplomatique, du moins, c'est vrai. Tout à fait, dans la sphère diplomatique, mais pas commerciale et économique. Institutionnelle. Certains opérateurs connaissent... Alors j'arrive, effectivement.
qui se compte sur les cinq doigts d'une seule main, et surtout... Alors que nous avons une diplomatie active au niveau mais ça ne suffit pas. Mais ça aurait pu nous aider. Il faut revenir à la synergie. La synergie, tout doit fonctionner en parallèle. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup, effectivement, ce que vous venez de dire est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on appelle, ce que nous avons dénommé, de l'exportation politique. Alors, j'exporte juste pour montrer que j'exporte un produit parce que je veux plaire. Il faut le dire, c'est une réalité. Mais ce n'est pas ça l'export. Ce n'est pas ça l'export. L'export, c'est d'aller connaître son marché, c'est d'investir. Parce qu'il y a un investissement en amont. L'investissement en amont, ce n'est pas un investissement dans l'outil industriel seulement, mais c'est un investissement dans le relationnel. Et dans tout ce qu'on appelle communément le lobbying, mais du côté positif, c'est tout un investissement que les entreprises doivent faire, mais qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules. Regardez, certains pays européens, pour ne pas les citer, commencent à peine à découvrir les marchés à l'export eux-mêmes. Des pays qui ont une tradition dans l'export, une tradition dans... Et ce que nous avons aussi, nous avons une industrie, d'accord, mais nous avons une industrie qui fait, en gros, de la transformation, de l'assemblage. Nous n'avons pas une industrie qui est liée à la recherche et développement et qui permet de pouvoir... Mais il faut commencer quelque part, non? Absolument. Ouais. Non, je ne suis pas en train de... Oui. Absolument. Tout ça, c'est un début. Mais il va falloir aller vite. Le tempo, il va falloir l'accélérer. C'est ce qui est recherché. Absolument. Et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. Donc toute la culture entrepreneuriale, ce n'est pas le rôle d'un État. Le rôle d'un État n'est pas d'aller faire de la recherche de marché. Non, c'est à l'entrepreneur lui-même d'aller faire de la recherche de marché. Regardez, je prends ce qu'on appelle le syndrome, le Dutch disease, le syndrome hollandais. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Et donc, comment, petit à petit, ça va prendre aussi du temps. Oui. Ça va prendre du temps, mais il va falloir comprendre et avoir cette réalité en face, c'est que nous sommes un pays qui est en compétition en matière d'attraction des IDE, puisque les IDE deviennent un marché eux-mêmes. Donc les IDE sont un marché. Et la compétition ne se fait pas juste avec nos voisins. Oui. Elle se fait avec le monde entier. Tout le monde entier. Mais alors si nous sommes en concurrence, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut être proactif, il faut être agressif, et il faut y aller, il faut accepter de prendre les risques. Ouais. C'est toute la question, elle est là. Ouais. Je prends le risque. Nous avons vécu tous comme nous sommes dans un contexte de confort. Voilà, de rente. L'état providentiel. Aujourd'hui, l'entrepreneur doit prendre le risque. Ouais. Doit être conquérant. Merci beaucoup. Doit être conquérant. C'est l'esprit. Non, mais surtout je suis entièrement d'accord sur cet esprit de conquérant qu'il faut avoir, mais surtout sur le plan de la communication aussi. Je pense qu'il est fondamental d'aller dans le brand marketing, c'est-à-dire construire une image de marque et promouvoir cette image à l'étranger, et ce en n'ayant pas peur. C'est un peu notre talon d'Achille. Oui, parce que la communication, elle est fondamentale. Aujourd'hui, tout est, même dans la promotion des exportations, etc., tout est marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans certaines parties du monde, quand on dit Algérie, on sent qu'on n'a pas encore fait assez pour faire connaître notre pays et faire connaître aussi ses produits qui sont très compétitifs quand on le regarde. On est capable aujourd'hui de produire dans divers domaines, et je pense qu'avec cette proactivité, cette agressivité, ça permettra de faire aussi gagner beaucoup de temps à notre pays. Oui. Et je rebondis sur la question, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parler le même langage. Oui, il y a un langage du business. Un langage du business, il va falloir l'apprendre. Et ça, ce sont les opérateurs, ce sont les acteurs économiques qui devraient apprendre à parler le même langage. Et tout se rejoint. Absolument. Justement, tout se rejoint. C'est une question, c'est un tout. On retrouve de la communication, de la complémentarité de l'État, de l'institutionnel, et il faut organiser tout cela. La différence se fait sur ce plan. Il faut organiser que la symphonie soit bien faite pour qu'on puisse avoir et ça s'appelle avoir une stratégie sur le long terme, ne pas surtout penser que l'investissement et la conquête des marchés, c'est une question
de court terme. Pas du tout. C'est vrai qu'on doit avoir des objectifs à court terme, mais les choses doivent se faire dans le moyen et le long terme. Et avoir cette stratégie, ça je m'en réfléchis. Et justement, ce type d'événement comme la foire internationale, c'est dans ce type d'événement qu'on prend peut-être la mesure de ce qu'il faudra mettre en place, apprendre ce langage de business comme vous le dites. Oui, c'est un moment. Mais nous ne sommes pas complètement isolés, M. Kaoubi. On n'est pas isolés. On discute avec des entreprises étrangères. Ce langage, nous le connaissons en principe. C'est juste que vous dites que c'est une synergie qui n'est pas encore mise en place. Oui, mais qui doit être améliorée, parce que les logiques sont des logiques de processus. On n'est plus sur l'environnement de l'entreprise. L'environnement mondial change et mute d'une manière extraordinaire. Et si on n'a pas des mécanismes si on n'a pas, une stratégie, des mécanismes de veille et des systèmes qui nous permettent d'ajuster, d'améliorer, et ça s'appelle de l'excellence. Ça s'appelle de l'excellence. On est en train de faire notre apprentissage. Les résultats sont bons, mais je dirais que ça doit encore nous interpeller à travailler encore plus et à chercher les véritables clés qui nous permettent de nous positionner sur le marché extérieur. Et on sert rapidement, parce que vous posez la question sur le sultanat d'Oman. On sert de modèle également pour de nombreux pays, car je reprends juste les propos du ministre guinéen de la coopération internationale, donc Ismaël Nabé, qui déclare que l'Algérie est un exemple de diversification économique pour son pays. Donc voilà, l'Algérie est reconnue. Et donc elle est déjà reconnue comme ayant accompli mais une forme il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et qu'on poursuit cette dynamique très appréciable. Alors justement, par rapport au sultanat d'Oman, vous l'évoquiez tout à l'heure, il est l'invité d'honneur de cette foire internationale. C'est un peu le prolongement des visites qu'ont échangées les dirigeants des deux pays, avec la signature de mémorandums d'entente notamment. Aujourd'hui, vous parlez d'un effort ou d'une augmentation du volume des investissements de la part d'Oman. Oui. Le sultanat d'Oman prévoit d'investir près de 10 milliards de dollars dans notre pays. On voit qu'il y a plusieurs projets stratégiques, tels que le projet d'ammoniac à Arzew. Il y a aussi l'industrie mécanique avec l'implantation prochaine d'une usine Hyundai. Et c'est vrai que le sultanat d'Oman est de plus en plus présent en termes d'investissement dans notre pays. Et je trouve que c'est extrêmement positif. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l'on a diversifié nos partenaires, notamment dans la région du Moyen-Orient et du Golfe. Le sultanat d'Oman est un pays qui a une expertise assez importante et c'est un pays en plus qui est discret. Donc je trouve que c'est assez positif parce qu'ils vont pouvoir aussi apporter une complémentarité et on pourra apprendre mais c'est un partenaire, ça y est, ça commence à se mettre en place. C'est un partenariat qui devient de plus en plus important et de plus en plus stratégique car il touche à plusieurs domaines et il y a des secteurs prioritaires, il y a des secteurs prioritaires et ils se contentent pas, voilà, entre autres, et ils se contentent pas uniquement du secteur des hydrocarbures ou je vais dire de l'industrie industrialisante, mais il y a cette diversification. Il y a, comme vous l'avez évoqué, l'industrie pharmaceutique, il y a aussi finalement l'automobile et à partir de là, je pense qu'il y aura une fenêtre de tir qui va apparaître et les deux pays vont en sortir plus forts et grandis de cette coopération. Alors merci beaucoup. On va passer à la troisième thématique que nous avons choisie pour vous ce soir. On parlait du Moyen-Orient, de la situation au Moyen-Orient. Ce matin, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué la victoire de son pays sur l'entité sioniste. Il s'agissait d'ailleurs de sa première déclaration depuis l'entrée en vigueur mardi d'un cessez-le-feu ayant mis fin donc à 12 jours de guerre. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que il a appelé à des expertises plutôt sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts sur les sites nucléaires iraniens. Le dirigeant de l'instance onusienne a aussi souligné qu'il serait
malhonnête d'affirmer à ce stade que Téhéran préparait la bombe nucléaire. Et ces affirmations, ces déclarations sont venues juste après le vote au Parlement iranien de suspendre donc toute coopération de Téhéran avec l'AIEA. Voilà donc pour ces déclarations. Zine Cherfaoui, qu'est-ce que vous pensez des derniers développements donc de la situation au Moyen-Orient? Est-ce que c'est encore fragile, ce cessez-le-feu? Est-ce qu'il peut se transcender en paix globale ou on n'est pas encore en mesure de le dire? Oui, la paix est fragile, mais moi je pense que c'est une paix qui... D'abord, on a un peu prévu ce qui allait se passer au Proche et Moyen-Orient. On avait expliqué il y a quelques mois que nous étions dans une séquence qui se caractérisait par une recomposition dans la région. On ne pensait pas que ça allait aller aussi vite. Oui, si, mais on a dit sur ce plateau que l'Iran serait la prochaine cible. Oui. À court terme, donc. Oui, et finalement, l'Iran a été ciblé. Il était tout à fait logique qu'après ce qui s'est produit à Gaza, après ce qui s'est produit au Liban avec la décapitation du Hezbollah, après ce qui s'est produit en Syrie, il était presque logique que l'Iran soit ciblé. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis, qui ont sifflé la fin de la partie, imposent à nouveau leur paix dans la région. On reparle un peu de la Pax Americana dans la région. Donc c'est une région... les États-Unis réaffirment un peu leur à la fois hégémonie au niveau international, mais surtout dans la région. Après, moi je pense que l'Iran n'a pas les moyens aujourd'hui, on n'a plus les moyens aujourd'hui de constituer une menace à la fois pour les pays de la région, mais en même temps pour... du moins non, alors, je reformule, oui. Elle n'a pas les moyens... Non, elle n'a jamais été une menace pour les pays de la région. Elle n'a pas les moyens d'imposer un rapport de force dans la région. Oui, donc, mais disons-le clairement, c'est l'entité sioniste qui... De faire changer le rapport de force dans la région, voilà. Pardon. Et qui présente l'Iran comme une menace pour la région. Aslan Cherfaoui, justement, qu'est-ce que vous pensez de ces derniers développements et est-ce que l'Iran a su transformer l'essai finalement? Alors, on sait qu'elle ne peut pas se mesurer à l'entité sioniste, on sait que l'entité dispose de la bombe atomique et encore moins aux États-Unis, mais l'Iran s'est défendu, à juste titre d'ailleurs, selon les règles du droit international. Et il y a eu des dégâts au niveau de l'entité sioniste importants, jamais observés, c'est historique. Donc est-ce que l'Iran peut tirer des dividendes importants de cette riposte? C'est assez complexe. Alors, mais on va essayer de. Moi, je vais d'abord reprendre sur ce que Zine a dit, et c'est très important. L'Iran, effectivement, était considéré comme une menace par l'entité sioniste, mais également par les pays de la région. L'Iran a quand même eu une crise politico-militaire avec l'Irak, avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu... La menace, elle est globale. Elle n'était pas nucléaire, elle n'était pas... elle était plutôt politique, d'accord? Donc ça, c'est un élément important qu'il faut intégrer dans l'histoire. On peut parler plus peut-être de concurrence, de leadership, de rivalité, oui. Plus que de menaces. Oui, mais quand il y a une rivalité, il y a toujours une menace. Politique, il y a toujours une menace. Mais la menace, il ne faudrait pas l'avoir, parce que nous sommes à chaud, nous sommes dans un contexte où il y a eu une effervescence militaire, des frappes graves, et quand on utilise le mot menace, on se dit, oui, bon... Parce que les mots ont leur importance. Absolument, tout à fait. Quand vous avez l'entité sioniste qui, pardonnez-moi, emploie des éléments de langage précis et qu'elle les répète oui, c'est du matraquage. Oui, c'est du matraquage. Elle les répète massivement pour présenter l'Iran comme un ennemi absolu, alors que c'est l'entité sioniste qui menace tout le monde, qui bombarde tout le monde. Ça aussi, c'est une réalité. Et qui commet un génocide à Gaza. Moi je dirais c'est plus que ça, c'est le bad cop, c'est le mauvais flic. Voilà, c'est le mauvais flic qui a été utilisé comme instrument. Oui. Parce que, encore une fois, on revient au Pax Americana, la finalité, l'objectif, comme on l'a plusieurs fois dit, ça a été
bien maturé pendant 20 ans. Oui. Cette action-là n'est pas venue du jour au lendemain, ça a été bien maturé. L'Iran était la cible pour une raison particulière. Le prétexte a été tout trouvé. C'était l'enrichissement où on a laissé faire et l'enrichissement de l'uranium. Mais ça, c'était le prétexte pour pouvoir contenir l'Iran, contenir les capacités de l'Iran à devenir une puissance économique dans la région. Voilà, c'est ça la finalité de toute cette opération, cette méga opération où il y a eu tous les acteurs qui se sont alliés, hein, d'accord, contre l'Iran. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous le voyons avec l'AIEA et avec les déclarations de l'AIEA. Donc tout ça, et ça va continuer, mais ça va continuer sous une autre forme. Aujourd'hui, l'Iran est amené, on va aller à négocier, oui. À renégocier. Parce qu'elle a commencé à négocier, à renégocier avec d'autres conditions et sous pression. Ouais. Et encore une fois, sous pression intense. La question est de savoir est-ce que l'Iran va passer sous le giron américain ou pas. À terme, oui. de mon point de vue, à terme, oui. À très long terme, oui. Oui. À très long terme, oui. Mais en fait, la recomposition qui a commencé, qui a été réfléchie il y a plusieurs années, mais en fait dont les premiers signes sont apparus avec la mise en place des accords de l'accord Abraham. Absolument, absolument, tout à fait. Voilà, donc... et c'est là où les Américains, donc dans le jargon un peu des stratèges américains, on parle de la stratégie de la pieuvre. Et la stratégie de la pieuvre, c'est ça. C'est la tête était là, coupée. L'ensemble des alliés, des acteurs, etc., pour pouvoir contenir l'élément principal qui était l'Iran. On voit mal l'Iran signer, par exemple, en tout cas dans l'immédiat, les accords d'Abraham. Non, on n'a pas dit ça. On n'en a pas encore là. Mais demain, en fait, quelle est la place que voudrait avoir l'Iran, d'accord, compte tenu un petit peu des dissensions internes au sein de l'appareil de gouvernance iranien, quelle place voudra avoir l'Iran? Et c'est ça qui va être l'élément de la négociation. Ce n'est pas tant le nucléaire, parce que le nucléaire ou l'enrichissement est complètement anéanti pour les 25 prochaines années, définitivement. Il faut le dire, il faut le redire, mais c'est l'Iran va devoir négocier sa place dans la région. Exact. Est-ce que ça va être un pays qui va pouvoir rivaliser encore une fois sur le plan économique? Est-ce que ça va être un allié? Est-ce que ça va être un partenaire? Et tout ça, c'est l'Iran qui va le négocier. C'est l'Iran qui va mettre sur la table les paramètres ou les éléments de négociation. Avec quels dividendes? Parce que pour répondre à ma question, oui. Quels sont les dividendes que l'Iran a pu prendre de cette riposte? Il n'y a pas que l'affaiblissement, il y a aussi une réponse qui a fait mal quand même à l'entité sioniste. On peut dire d'ailleurs, pardonnez-moi, que le président américain a mis fin justement, et d'ailleurs en ne passant même pas par le premier ministre sioniste, qu'il a découvert lui-même comme le monde entier, justement, il a mis fin à cette guerre, à cette riposte aussi iranienne, parce qu'elle faisait mal à l'entité sioniste. Alors moi, j'ajouterais plutôt, ou je le dirais différemment, le président Trump a mis fin à cette guerre pour montrer encore une fois que les États-Unis d'Amérique sont une méga puissance et que les perdants sont qui? Dans cette guerre-là, dans cette manière d'agir, d'accord, qui a sifflé l'arrêt de la guerre, d'accord, ce sont les États-Unis d'Amérique, mais cela aussi veut dire que l'entité sioniste n'est rien sans les États-Unis d'Amérique. C'est pas un mystère. Donc, non, c'est pas un mystère, mais ça a été démontré publiquement à toute l'opinion internationale. D'ailleurs, on a parlé de la fin politique de Netanyahou. Absolument. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, et d'ailleurs, le fait que le président des États-Unis demande une forme de non-application d'un certain nombre d'accusations contre Netanyahou par la justice israélienne, c'est une manière de préparer déjà le terrain
au départ. Netanyahou, on sait qu'il est terminé. Alors moi, je vais apporter une petite nuance. Comme l'a dit Clausewitz, donc, le général et stratège prussien, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et moi, je pense que l'entité sioniste a pris un sacré coup, car pendant cette guerre qui est qualifiée actuellement des 12 jours, ouais. Eh bien, on a observé une résilience incroyable de l'Iran. L'entité sioniste était plus qu'à quelques jours et elle se retrouvait sans Arrow, ces missiles intercepteurs. Effectivement. Et on va parler aussi. Il faut le préciser que le système de défense a été complètement ça a été un fiasco. Et ils en ont 3. Voilà, donc le dôme de fer était en réalité qu'une passoire. Ouais. Et il faut souligner le fait. Avec une stratégie militaire. Avec une stratégie parce militaire. Qu'ils ont d'abord fatigué. Voilà, donc il y a une stratégie assez. Vous savez, l'Iran est une civilisation qui a plus de 2500 ans. Ouais. Et c'est les inventeurs du jeu d'échecs. Donc je pense qu'ils sont vraiment au fait de cette doctrine. D'ailleurs, ils l'ont mis noir sur blanc en parlant de patience stratégique. Et moi, ce que j'observe, c'est que sur le plan économique, c'était également un désastre pour le régime sioniste, car ces derniers, on parle juste des dégâts, c'est plus de 1,5 milliard de dollars selon des experts. On parle d'un déficit budgétaire qui va atteindre les 6% du PIB de l'entité sioniste. Et la division dans le régime sioniste. En interne, c'est-à-dire on observe une division des élites sionistes. On a pu voir d'anciens premiers ministres sionistes pavaner dans des chaînes de télévision pour critiquer la politique du génocidaire Netanyahou. Et on observe également un lâchage des États-Unis. C'est ça pour moi la ligne principale, parce que pour la première fois depuis la création du régime colonial sioniste en Palestine occupée, on observe que 60% des Américains ne veulent pas, c'est les mots des citoyens américains, ne veulent pas mourir pour l'entité sioniste. On observe également à haut niveau départ de dizaines de milliers aussi de colons, et on observe surtout un lâchage de l'establishment américain, car quand on observe des personnes assez haut placées comme J.D. Vance, qui n'est pas moins que le vice-président des États-Unis, ou Tulsi Gabbard, qui est quand même la DNR, c'est-à-dire la Director of National Intelligence, donc la directrice du renseignement national américain, qui ouvertement contredit la position du lobby sioniste et qui dit que l'Iran n'est pas doté d'armes nucléaires et n'est pas sur le point de se doter de l'arme nucléaire. Est-ce qu'il pourrait y avoir justement un regime change? Ils ont attaqué. Non, ils ont attaqué, mais bon, je vais répondre très rapidement. Oui. Mais quel type d'attaque aussi, car encore une fois, il y a plusieurs sources qui disent que les GBU 57 qui ont été lancés sur les différents sites, que cela soit à Natanz, mais également à Fordo, n'ont pas atteint. Alors il y a polémique après. Il y a une polémique parce que même l'Iran n'est pas en capacité de. Tout le monde savait qu'avant l'attaque, tout le monde savait que les Iraniens n'avaient pas la bombe atomique, ils étaient loin de l'avoir. Oui. Et les Américains ont prévenu par ailleurs les Iraniens avant l'attaque. Oui, mais ça a été le prétexte en fait. C'était le prétexte. La stratégie américaine, c'est comme en Irak. Oui. Le prétexte a été de laisser faire l'Irak au Koweït pour pouvoir justifier l'attaque contre l'Irak. Et tout ce que cette attaque a démontré, c'est que les Américains restent les premiers arbitres dans la région. Oui. Après, on peut s'interroger aussi sur les parapluies ou l'efficacité des parapluies, par exemple russes et chinois. Bon, on se rend compte que actuellement, la seule puissance capable d'imprimer son tempo, si on peut dire les choses comme ça, c'est les États-Unis. Elles peuvent le faire dans. Est-ce que ça va imposer un changement de régime dans l'entité sioniste? Puisqu'on parle du départ de Netanyahou, est-ce que ça pourrait emporter tout le gouvernement? De l'entité sioniste? Oui, de l'entité sioniste. C'est justement l'objet de ma question ce soir. Est-ce que, je vais la poser directement, est-ce que la riposte iranienne, même si on le sait évidemment, les Iraniens ont fait ce qu'ils pouvaient face à cette agression,
est-ce que c'est quelque chose qui va changer certains paramètres dans la région? C'est la question la plus importante, dans mon sens. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle serait la reconfiguration? Parce que acculé... Non, mais il y aura changement ou pas, déjà? Bien sûr. Il y aura un avant et un après. Tout ce qui se passe actuellement, c'est pour reconfigurer toute la carte géostratégique, pas uniquement du Moyen-Orient, mais du monde entier. Actuellement, la réponse des États-Unis, c'est pour dire qu'on est les plus puissants, c'est ça. On est les maîtres du monde. On a certes perdu des points sur le plan économique. Ils en sont conscients, les Américains. Ils en sont conscients et ils veulent rattraper le retard. Les choses sont très clairement définies. Réinvestissement, plus de 5 000 milliards de dollars de projets à réaliser aux États-Unis. C'est pour relancer la machine, régler les problèmes structurels que l'économie américaine a commencé à connaître, redorer le blason du dollar, reconstituer les choses et de remettre les conditions où les États-Unis pourraient négocier en position de force avec la Chine et la Russie. Voilà l'objectif final. La déconstruction et la refondation. On est dans ça. Ça, c'est la finalité la plus importante. Le reste, le gouvernement, certes, il partira, mais quel serait le projet pour les Palestiniens? Quelle est la solution qui est proposée? Les Américains, ils le disent, ils l'affichent. Le projet est là. On va barrer la route à la Chine pour son projet de la route de la soie. On lance le projet américain et occidental. On consolide les forces. On devient maître d'une région qui est fondamentale dans les routes commerciales, qui est source d'énergie. Donc vous dites qu'avec ce qui s'est passé avec l'Iran, aujourd'hui, ces projets deviennent effectifs? Vont devenir effectifs. Oui, mais c'est le début. C'est le début, puisque l'Iran était une sorte de rempart un petit peu. On reconfigure, on atténue de la puissance d'intervention de l'Iran qui gênait les plans, il faut le dire. Maintenant, l'Iran stable, puissant militairement, qui peut influencer en tant que modèle aussi. En tant que modèle, les autres pays en termes de construction, de développement, etc. Il fallait justement réduire de son influence. Et parce que l'Iran était... On avait parlé lors de... il y a de cela 3 ou 4 semaines, c'est qu'il y a une redistribution des cartes et des reflets. Parce que l'Iran est jugé comme étant une puissance trop autonome au goût de certains, mais ce qui est juste... Malgré les sanctions, etc. Et ce qui est très juste, c'est que... Et ce qui est très juste, c'est que derrière cette agression sioniste contre l'Iran, il y a aussi une attaque orchestrée contre la Chine, mais également la Russie. Parce que si on prend une carte et on trace un linéaire entre, je veux dire, de la Grèce jusqu'à l'Inde, on observe qu'il y a une volonté de contourner la nouvelle route de la soie, donc la ceinture et la route, l'initiative chinoise, et aussi casser la construction d'une alliance eurasienne entre la Russie et l'Iran, avec ce projet du corridor nord-sud qui relie en fait l'Inde à l'Iran en passant par la Russie via la mer Caspienne. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a une volonté, donc là c'est un peu une analyse personnelle, mais que je vois dessiner en l'occurrence, c'est qu'on est peut-être en train de passer d'une entité sioniste qui servait les intérêts des États-Unis dans la région à une entité sioniste qui va imposer sa Pax. Donc un passage entre une Pax Americana à une Pax sioniste dans la région et peut-être au-delà. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'hégémonie justement? Parce que en cassant l'axe de la résistance dans la région, Zine Chafaoui a parlé de la décapitation du Hezbollah à juste titre, effectivement, mais certains observateurs avancent que les proxys iraniens seraient en train de se reconstituer. Alors vous nous direz, est-ce que ça vous paraît possible, notamment avec le Hezbollah au Yémen aussi, et donc que ça pourrait barrer le chemin à ces projets, ou en tout cas les retarder? Alors, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de temps. Parce qu'il faut pouvoir reconstruire, il faut beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Donc ça vous paraît, ça me paraît probable dans l'immédiat, à court terme.
Par contre, effectivement, le mot hégémonie, c'est plus que de l'hégémonie. C'est de la prise de contrôle totale. Ouais. C'est ahurissant ce qui s'est passé. C'est ahurissant. Alors, cette prise de contrôle totale, et effectivement, pour rejoindre un peu ce qui a été dit, la Russie n'a pas réagi. La Chine n'a pas réagi. Ouais. Pourquoi ? La question est là. C'est le futur qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Oublions le passé, oublions un petit peu l'histoire, parce qu'il faut se projeter. Que va-t-il se passer ? La Russie est en train de négocier indirectement le Donbass. Point barre. Ouais, donc la contrepartie transactionnelle, c'est celle-là. La Chine. Mais elle perd ses profondeurs stratégiques. Mais nous sommes dans une nouvelle reconfiguration. Nous sommes dans un nouveau contexte, une nouvelle reconfiguration. Et dans cette reconfiguration, je me dis, je suis à la place de la Russie, je me dis, quel sera mon rôle ? Sécuriser le Donbass avant. Voilà. Quel est mon rôle ? Quelle est ma position dans la région ? La Chine, c'est Taïwan qui l'intéresse. La Chine s'intéresse aussi à la région et nous allons arriver avec tout ça, c'est ça la position de force que veut avoir, hégémonique, la position de force que veut avoir les États-Unis, c'est d'arriver à négocier avec la Chine en position de force. C'est moi qui contrôle la région, c'est moi qui contrôle les détroits, c'est moi qui contrôle et je signe ce gentleman agreement qui a déjà commencé. Les négociations ont commencé dans la plus grande discrétion depuis plus de 6 mois. C'est comme ça que les États-Unis pourraient ralentir le développement et la montée en puissance de la Chine, bien militairement qu'économiquement. Donc c'est la confrontation aujourd'hui de ces blocs, de ces puissances qui est en train de se jouer au Moyen-Orient. Enfin, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, absolument. Mais il n'y a pas eu de confrontation. Je parle de confrontation parfois invisible. Là, après, la question que vous posez, est-ce que c'est un conflit gelé ? Est-ce qu'on va un jour revenir à une guerre par procuration ? Nous en sommes encore loin. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une vingtaine d'années. Nous, par contre, on doit s'intéresser sur la place de l'Afrique du Nord et plus largement de l'Afrique dans cette recomposition qui est amorcée. Moi, ma crainte, c'est de voir le continent devenir un théâtre de confrontation entre puissances. Une fois qu'ils auront fini avec le prochain certains pays sont déjà touchés par ce phénomène. Et certains pays, justement, sont déjà touchés par... Et on revient au point de départ. C'est qu'est-ce qui est recherché ? La ressource naturelle, on l'a dit sur ce plateau, la ressource minière. Je vais dire un peu de manière très simple. La Silicon Valley n'existe pas sans l'industrie sans le complexe militaro-industriel, sans l'industrie spatiale. D'accord ? Juste quelque chose à dire, c'est que... Et ça n'existe pas sans la ressource minière. Et le rôle des ports aussi. Oui. Absolument, tout à fait. Si l'Afrique et l'Afrique du Nord ne trouvent pas de solution à ces problèmes, ces solutions lui seront imposées. Tout à fait. Et je vais ajouter, l'Afrique et l'Afrique du Nord, et l'Algérie en particulier, ne sont pas une menace. Non. Sont un centre d'intérêt, on l'a dit tout à l'heure, sont un centre d'intérêt. Donc il faut le voir sous une autre forme. Nous sommes un centre d'intérêt, nous sommes un intérêt et non pas une menace. Donc le rapport sera différent. Et rapidement pour conclure, ce qui est très inquiétant par contre, c'est que ces évolutions actent quand même la fin du droit international. Ah oui, complètement. Ça c'est la faillite du droit international et des institutions. Donc les institutions internationales vont changer. Tout à fait. Rapidement, une pensée solidaire aux Palestiniens. Oui, effectivement, qui sont les premières et les dernières victimes finalement. Oui, qui font l'objet d'un génocide. Purification. Merci beaucoup, Zine Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes consultant de l'émission, Sami Kaidi également journaliste et consultant. Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert économique et consultant aussi de Canal Algérie. Notre invité ce soir était Arslan Cherfaoui, expert en géopolitique et géoéconomique. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.